Bonjour, bienvenue dans Ligne de conduite, votre magazine de la sécurité routière. Au sommaire, le récit de Christopher Fossard, aujourd'hui âgé de 38 ans. En 2009, il est victime d'un terrible accident. Le verdict est sans appel, il en sort paraplégique. Seul en cause, il raconte sa vie avec ce traumatisme qui lui colle à la peau. Son parcours de vie après l'accident, c'est tout de suite dans Ligne de conduite. L'accident demande sa prise de conscience. Et c'est pas forcément tout de suite que ça arrive. Et bien souvent, j'ai rencontré des personnes dans ma situation qui n'ont toujours pas accepté leur handicap. Christopher Fossard, bonjour. Bonjour à toi. Merci de témoigner. Pas de problème. Christopher, le 29 août 2009, la vie bascule. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dernière soirée des vacances, sortie de boîte de nuit. Je devais pas forcément aller fêter puisque je préparais mon concours de pompier. J'avais réussi les épreuves sportives. Et un appel d'un ami qui m'encourage à sortir avec lui. Bon, j'étais déjà au lit. Et finalement, je choisis de le suivre, mais de prendre quand même mon véhicule. Au cas où j'avais envie de rentrer. Et puis voilà. Et l'accident, beaucoup de circonstances qui sont dues à moi en fait, alcool, vitesse, une envie pressante de rentrer chez moi, alors que d'habitude je conduis tranquille, mais c'était beaucoup de remise en question à cette époque aussi. Donc effectivement, quand on est jeune, on a cet état d'esprit qu'on est peut-être un peu invincible, rien ne va nous arriver. Mais en même temps, on a cette dualité qui fait qu'on est on est souvent en pleine évolution. Et c'est peut-être pas le moment de faire certaines choses et on n'a pas cette conscience. C'est un peu ça sur moi qui nous permet d'avoir du recul sur certaines situations. Et puis il arrive ce qui arrive. Et sortie de route. Et après, la vie bascule, on va dire. Est-ce que tu as le schéma de l'accident ou est-ce que quand tu te réveilles à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Le cerveau a déjà fait le nettoyage au moment où je me réveille. Je me souviens de tout, de toute ma soirée, sauf de mon accident. Et après, discussion avec un ami, l'ami en question qui m'a convaincu de sortir, qui était, vous imaginez, au plus bas. Au plus bas, il a pris bien une année pour se remettre un peu sur pied. C'est lui aussi qui m'a, je dirais, sauvé. Parce qu'il me suivait en fait. Et il a permis à l'arrivée des secours, d'appeler les secours. Il a vu que j'étais inconscient, enfin il leur a donné les premiers éléments. Et ça m'a permis de m'en sortir. Je pense qu'il ne serait pas là. J'aurais même pas été. J'ai fait une sortie de route. Le véhicule n'était pas visible de la voie publique en fait. Et donc j'ai dû... À mon réveil, on n'est pas conscient en fait. J'avais même pas conscience que je ne sentais pas le bas de mon corps. Et c'est après toutes les discussions qu'on entend avec les yeux fermés, mais qu'on entend et on se dit, ah d'accord, paraplégique ça veut dire ci, ça veut dire ça. Et la première fois que j'ai été confronté vraiment à mon handicap, c'était après 6 mois de soins intensifs, enfin 3 mois de réanimation, 3 mois de soins intensifs. Et j'ai voyagé aussi, parce que j'ai fait mon accident en Guadeloupe, j'ai fait 3 mois de réanimation ici, 3 mois de soins intensifs à Berck-sur-Mer en France. Et ce jour-là, ça y est, je pouvais enfin faire du fauteuil. On m'a descendu en centre d'ergothérapie. Là, on se retrouve au milieu de personnes handicapées. Est-ce que ça aide justement ou est-ce que finalement on se dit que ma place n'est pas ici? Qu'est-ce qui se passe dans l'accueil? Alors à ce moment-là, j'étais vraiment au plus bas. C'est là où vraiment j'ai pris de plein fouet mon image. Je ne m'étais pas encore vu dans un miroir depuis l'accident. J'avais encore ma trachéotomie, donc
le petit tube qui sortait pour pouvoir respirer. Parce que j'étais pas libre de machine avant bien 4 mois, 5 mois, j'étais encore sous respirateur. Et donc à ce moment-là, j'avais retiré le respirateur, mais j'avais encore la trachéo, je vois mon reflet dans le miroir. Je vois mes semblables en fait m'entourer. Et je vois l'exercice qu'on me donne à faire qui était de reproduire ce que j'avais sur une carte, un schéma. Et à cette époque-là, mon bras il était comme ça, les doigts bougeaient à peine, celui-ci était tremblotant. On perd pied. On perd pied parce qu'on se dit, mais ce qui était tellement facile hier, aujourd'hui, semble presque impossible. Quand ça arrive, qu'est-ce qui fait qu'on se dit qu'il faut continuer à vivre? La famille a son importance à ce moment-là? Oui, très clairement, l'entourage. Moi, j'ai pu en fait, je suis un peu artiste aussi, donc j'écris des chansons. Et j'ai une phrase qui dit: à chacun de mes coups de blues, j'ai pu serrer fort un proche. Donc effectivement, ça aide, c'est énorme. Mais justement, par contre, au moment de leur départ, ça redonne de la force pour pouvoir retourner vivre des moments auprès des siens en fait. Donc dans le centre de rééducation, c'est au moment où ma mère a dû quitter la France parce qu'elle devait recommencer à travailler que là, et en voyant aussi les autres personnes handicapées de leur côté, des femmes âgées, des personnes âgées qui arrivaient, des jeunes, on se dit là on n'a pas le droit, on doit foncer pour sa rééducation et redevenir autonome. Comment on apprend à vivre à nouveau quand on sait finalement que le verdict est tombé, on ne marchera plus? Oui, moi le verdict est tombé. J'étais encore en soins intensifs et je devais partir sur Paris pour me faire opérer de la colonne parce qu'ils ne pensaient pas que j'aurais pu tenir au fauteuil. Et ce jour-là, il y a un chirurgien qui se déplace et qui vient à ma rencontre pour voir un peu, parce que l'opération que j'aurais dû subir semblait très lourde en fait. Et c'est la première fois que je me retrouve dans un fauteuil. Vous imaginez même pas la douleur en fait. Et le manque d'oxygène. J'étais en train de suffoquer la première fois qu'on m'a mis au fauteuil parce que l'effort que ça demandait à mon corps. Et le chirurgien il me voit assis dans le fauteuil et il dit non, on ne va pas t'opérer du dos parce que vu ce que j'ai vu moi sur l'IRM et comme je te vois assis là, je vois que tu arrives à te maintenir, vaut mieux que tu te maintiennes par tes propres moyens qu'on t'opère de la colonne et qu'on t'engrange encore de la douleur. Donc alors le verdict quand il est tombé, c'est à lui que j'ai posé la question: est-ce qu'un jour vous pensez que je pourrai remarcher? Il a été très clair et du coup j'ai accepté, comme j'ai accepté mon accident parce que je sais que c'est moi qui ai fait la bêtise en fait. Je sais que j'avais bu, je sais que j'avais mal conduit trop vite, donc du coup de mon point de vue ça n'a pas été si difficile que ça, même si chaque année après mon accident, chaque 29 août 2009 j'avais ma petite larme parce que c'est une autre vie en fait. Voilà. Christopher, on rappelle que tu viens de devenir pompier, très souvent voilà. C'est un métier qu'on veut assumer par passion. Exact. Là, le rêve est brisé. Totalement, puisque on ne peut plus faire les efforts nécessaires pour venir en aide aux personnes qui ont besoin de cette aide en fait. Donc les accidentés, peu importe, les gens qui sont en souffrance médicale ou qu'on doit venir ramasser au bord de la route. C'est vrai que moi j'ai toujours eu cette fibre d'aider mon prochain et même à l'heure actuelle, si je vois quelqu'un en faiblesse devant moi, je saurais quoi faire. J'ai quand même passé mon brevet de secourisme, donc j'étais vraiment un peu dans la fibre. J'ai un père qui est pompier aussi, qui était pompier professionnel puisqu'il a pris sa retraite. Et donc oui, c'est vrai que le coup près est tombé et il va falloir refaire autre chose. Comment tu vis aujourd'hui l'accidentologie en Guadeloupe? Il y a une hécatombe qui fait peur. Comment tu vois ça toujours avec toi qui a été blessé dans ta chair aujourd'hui? Bon, voilà, je suis très conscient de ça, surtout n'ayant pas été très exemplaire à ce niveau-là.
maintenant, je suis intransigeant en fait. Quand je prends le volant, mon regard est très loin, c'est-à-dire que j'essaie d'analyser toute la situation parce que je sais les efforts que ça m'a coûté de devoir pouvoir reprendre un volant, c'est-à-dire j'avais des problèmes avec l'attention divisée après le traumatisme crânien que j'ai reçu. Donc pouvoir écouter un GPS, conduire en même temps, prendre les significations sur les panneaux, c'est des efforts incommensurables. Donc il faut être concentré sur la route. Et la sécurité routière a une importance de tous les jours, même si ça peut arriver que aujourd'hui j'appuie un petit peu plus sur le champignon, mais j'ai tout de suite le regret qui monte et je me dis non, il faut faire attention. Christopher, que dire aux jeunes aujourd'hui qui ont l'impression d'être non pas déconcernés? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut leur dire aujourd'hui? Ben qu'à n'importe quel virage, ça peut tout basculer. Et c'est même pas que sa vie, hein. C'est la vie des autres qui nous entourent, donc notre famille, les premiers impactés. Nous, on sera toujours les premiers impactés, mais l'accident demande sa prise de conscience. Et c'est pas forcément tout de suite que ça arrive. Et bien souvent, j'ai rencontré des personnes dans ma situation qui n'ont toujours pas accepté leur handicap. Et ça, je peux vous dire que ça fait très mal, puisque quand on est dans son lit, quand on est alité, qu'on ne veut pas bouger, parce qu'on pense que ce qui nous est arrivé est injuste, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui aurait fait que pourquoi c'est moi, enfin tout ce genre de questionnement, ben, on ne se l'imagine pas. Quand on est jeune, on est fanfaron, on a la vie devant nous, mais en même temps, on se sent invincible. Je dirais qu'il faut au moins 2 virages, ça peut, voilà, c'est tout ce que je peux dire en fait. Et puis n'ayant pas, été exemplaire à mon époque, ou même des fois ça peut m'arriver de faire un peu de vitesse, puisque c'est pas que j'aime ça, mais rouler à une certaine allure me donne, j'ai l'impression, un peu plus d'attention. C'était une impression, parce que maintenant je me rends compte bien que rouler tranquillement apporte encore plus d'attention, et on prend le temps de protéger ses proches qui sont dans le véhicule. J'ai 2 enfants aujourd'hui, donc l'exemple il est de faire très attention sur la route. Je leur dis au quotidien, regardez, je fais mes contrôles, je regarde au loin. Je suis concerné par les autres en fait, parce que c'est souvent ça, les autres qui nous entourent, on ne peut pas les maîtriser. Ben, j'ai évité des accidents depuis que je roule en fauteuil, enfin depuis que je roule et que je suis en fauteuil, grâce à cette attention, quoi. Donc on peut éviter des accidents comme ça. Christopher, la vie reste belle malgré tout? Ben oui, sinon je ne me serais pas accroché dans ma rééducation, si j'avais pas eu cet exemple de vie qui reste malgré tout agréable. Il y a plein de choses encore à apprendre, c'est ça. Et puis je suis chanteur, artiste, donc ça fait partie de ma rééducation de trouver le bonheur dans certaines actions. Engagé aussi, puisque j'ai fait partie de collectifs citoyens pour tous les problèmes qui concernent mon île. Donc oui, engagé sur tous les points de vue pour continuer à se battre dans cette vie, quoi. Christopher, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Qu'est-ce que tu aimerais lancer comme message? Très sincèrement, pensez à vos proches, à tous ceux qui vous entourent, et surtout pensez à vos enfants, à nos enfants, parce que moi, dès que j'ai eu mes enfants, quand j'arrivais devant l'école, je regardais tous les autres enfants pareils en fait. Et ça, ce sentiment de vie et de convivialité doit être nécessaire pour, quand on arrive sur la route, ben, être courtois, être bienveillant envers les autres. Donc il faut l'avoir, la bienveillance, déjà dès le départ. Parce que quand on prend son volant, souvent il y en a qui sont transformés, hein. Donc
c'est facile d'être quelqu'un de bono, d'avoir de la bonhomie derrière son volant. Mais c'est aussi facile d'être courtois envers les autres dans la vie de tous les jours. Donc ça commence déjà quand on est au quotidien et sur la route ensuite, ça continue. Il n'y a pas de raison que ça ne suive pas sur la route, c'est au quotidien. On est bienveillant. Voilà. Christopher, merci pour ce fort témoignage. Pas de problème, merci à toi pour l'invitation et merci à Samuel pour ce qu'il fait aussi au quotidien. Merci beaucoup. Pas de problème. Ligne de conduite, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Pour rappel, la route se partage. Montrez-vous des conducteurs exemplaires, respectueux du code de la route. Alors, bonne route.